Voilà, ceci étant, Daniel, à toi la parole. Parfait. Ça fonctionne? Oui. Bonjour à tous. Merci d'être venus. Merci pour votre présence. Merci à Karim et à la FIM pour leur invitation. C'est la première année, la première fois que je participe donc à cet événement et également que je mets un petit pied dans la FIM. Donc je m'appelle Daniel Mazière. Vous m'entendez? Parfait, super. Je m'appelle Daniel Mazière. Je travaille pour une société qui s'appelle UE Systems. Je pense que... Comment ça fonctionne pour passer sur ma présentation? Objet connecté reçu. Donc je m'appelle Daniel Mazière, je travaille pour UE Systems et la mission, je dirais, de notre technologie et de nos solutions qui sont donc tout le temps composées d'une partie matérielle et d'une partie formation, et on rajoute de plus en plus une partie accompagnement et suivi du client donc à l'utilisation sur site, ont pour objet donc ces solutions d'améliorer la fiabilité des équipements donc dans l'industrie et de réduire les dépenses énergétiques. On va voir comment. Si on ne met pas d'application derrière ça, ça veut tout dire, ça veut rien dire. Donc on va décliner ceci en termes d'application et en termes d'usage d'utilité. Pour UE Systems, je m'occupe du marché francophone. Pour vous dire deux mots donc, du plan de la présentation que l'on va dérouler ensemble, je vais d'abord vous dire qui nous sommes, ce que nous faisons. Vous donner deux mots de la technologie des ultrasons et surtout de l'avantage d'utiliser cette technologie donc, dans l'industrie pour la maintenance. Pour quelles applications, donc on vient de le voir. Je vais vous donner quelques exemples. Et ensuite, bon, ça c'est peut-être plus une présentation dédiée à un cas particulier chez un client, c'est comment un client lambda peut implémenter en fonction de ses besoins, de ses attentes, cette technologie donc dans son usine, sur ses installations. Deux mots de notre société, donc on n'a pas la chance d'être une société française, nous. Je ne sais pas où est mon collègue d'ACOM, il est là. Donc on est basé à New York, avec 45 ans d'existence donc dans ce métier, uniquement dans ce métier. Donc le siège, l'usine de fabrication, tous nos centres névralgiques, si je peux dire, sont aux États-Unis. Pour l'Europe, on a créé, ça fait 5 ans maintenant, 5 ou 6 ans maintenant, UE System Europe, qui est une société de droit néerlandais, donc basée en Hollande, aux Pays-Bas, et de laquelle tous mes collègues, qu'ils soient en Angleterre, en Allemagne, moi-même et mon collègue en France, en Espagne, enfin de laquelle toute l'Europe, entre guillemets, dépend. On a également une présence, donc bien sûr aux États-Unis, un petit peu dans tous les États, au Canada, en Australie. Et alors ce chiffre-là, il est à actualiser. C'est quand même, on a, pour vous donner un petit peu comment dirais-je, une typologie de la manière dont on fonctionne. Ce chiffre-là diminue d'année en année. Par contre, le nombre de collaborateurs directs qui travaillent chez le système augmente. Et vous allez voir pourquoi. Donc, deux mots de notre positionnement technique. On ne fabrique que des systèmes à ultrasons que pour les applications que je vais vous présenter. Comment dirais-je, l'avantage, si je peux dire, la caractéristique, la conséquence de ceci, c'est qu'il y a un département de recherche et développement, comme dans toute société qui se développe, qui se décompose en deux parties. Une partie ultrason. On étudie donc pour chacune des applications, pour chacun des sujets que l'on peut traiter, et Dieu sait s'il y en a, les caractéristiques, là, ça serait bien réducteur, les caractéristiques de cette onde ultrasonore. Et quand on la connaît, on met en face un autre labo de développement, de matériel, de modules, de soft embarqué et de soft que l'on propose. Et c'est cette composition de deux, je dirais, c'est cette résultante de deux composantes qui donne la solution technique, la solution matérielle. Cette solution-là, on l'accompagne toujours, à minima, d'une formation d'implémentation de la techno sur site. C'est-à-dire, monsieur le client, je vous achète tel matériel pour faire ça. OK, on a déjà évalué ce besoin, on sait ce que vous voulez faire. On vient vous former chez vous, sur vos installations, sur des cas concrets, pratiques que vous avez à mettre en œuvre. Le côté pragmatique des Américains. On peut le discuter, mais en tout cas, il est là. On propose une deuxième forme de formation. Je vous parlerai d'une troisième, enfin je commence par la troisième et je vous parlerai de la deuxième ensuite, qui sont des formations qui suivent un standard ISO, donc ISO 18436-8, pour ne pas nommer la norme, qui décline que pour cette partie de test non destructif là, nos formations, donc ultrasons niveau 1, alors catégorie 1, 2, 3, on avait pour usage d'appeler ça niveau, maintenant ça s'est transformé, le terme niveau s'est transformé en catégorie. Donc nos formations suivent ces standards-là.
Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelqu'un qui vient suivre une de ces formations-là est évalué chaque jour, donc pendant la semaine de formation, est évalué également à la fin. Et si le résultat de cette évaluation est positif, il se retrouve avec un joli certificat qu'on lui remet qui dit qu'il a suivi cette formation, qui corrèle, qui colle au contenu de cette norme-là. Je reviens sur la deuxième dont je vous parlais tout à l'heure, formation, donc instruments et logiciels sur site. C'est-à-dire que ce que l'on propose également, c'est que pour les personnes qui veulent aller plus loin, pour les usages peut-être un petit peu spécifiques ou pour les personnes qui veulent creuser, on est capable de dédier, je dirais, une partie de cette formation d'implémentation, une partie de celle-ci, à un usage particulier du client sur site, que ce soit pour la partie pratique ou pour la partie logicielle. Et on fait un petit peu pas de pub, mais en tout cas de caractéristiques commerciales de notre offre, c'est que tout notre matériel est garanti 5 ans et que les logiciels dont on parle ici sont gratuits. Les licences sont offertes aux utilisateurs, aux clients. Donc les principes de cette technologie, dans l'industrie en général, ce qu'on connaît, c'est tout ce qui est mesure d'épaisseur, échographie donc médicale ou de surface pour la partie soudure notamment, détection de défauts, donc soudure, également mesure de niveau. Alors on précise ces points-là juste pour vous dire qu'on ne fait pas ça. Et la deuxième des choses que l'on ne fait pas non plus, ça fixe les idées, c'est que dans la partie ultrason, on peut aussi trouver des ultrasons de puissance qui sont capables, si on met de la puissance derrière cette onde ultrasonore, eh bien on va être capable de décaper une surface, voire de la découper. Nous, on se fait pas mal, on ne fait pas ça non plus. Les deux seules choses que l'on fait, c'est que ces ultrasons, on vient les écouter, de la même manière que notre oreille écoute un son, de la même manière que notre oreille entend un son. Et pour les écouter, on utilise deux milieux, puisqu'il faut un milieu pour transmettre une onde sonore ou ultrasonore. Le premier, c'est l'air. On va voir dans quel cas, pour quel type d'application on utilise l'air pour capter cette onde ultrasonore. Et la deuxième, aussi bizarre que ça puisse paraître, cette onde sonore, un petit peu comme une analyse vibratoire, se transmet dans les structures solides également, avec également d'autres applications, et notamment l'application de surveillance de machines tournantes. De cette onde ultrasonore, on en utilise beaucoup de caractéristiques. Les caractéristiques essentielles sont là, et ça commence par les plages de fréquences. Tout ce qu'entend notre oreille, la plage théorique des sons audibles qu'écoute notre oreille, se trouve dans la plage 20 Hz, 20 kHz. Alors on n'a pas la chance d'écouter de la même manière sur toute cette plage, sinon on aurait une oreille bien particulière et bien, bien efficace, bien puissante. Là-dedans, bien sûr, en fonction de l'âge, en fonction des caractéristiques de l'oreille, ok, on écoute sur une certaine plage de fréquence. Tout ce que l'on va venir écouter avec nos systèmes, quelle que soit l'application, se trouve dans la plage de fréquence des ultrasons qui, elle, commence où les sons s'arrêtent, c'est-à-dire ce qui est la plage 20 kHz, 100 kHz. Tout ce qu'on va écouter avec nos systèmes, quelle que soit l'application, se trouve dans cette plage de fréquence-là. La conséquence immédiate de ça, c'est que je ne sais pas si vous avez pensé ou si vous me voyez venir, dès lors que je suis dans un milieu industriel où il y a un tel bruit, une telle perturbation sonore, si je peux dire, qui fait que je ne m'écoute même pas parler, j'ai un collègue à côté, il faut que je crie pour qu'il écoute ce que je lui dis et inversement, eh bien tout ce que j'écoute et tout ce qui me perturbe à moi, humain, de façon audible, se trouve dans cette plage-là. Tout ce que je viens écouter avec mes systèmes, et en plus là-dedans je vais venir régler la fréquence, se trouve dans celle-ci. Ça veut dire que typiquement, la première des questions qui vient à la bouche d'un client quand on lui fait une présentation ou une démo sur site, c'est de dire « Ok, oui, mais attention, moi je suis dans un environnement sonore très brillant. Parfait, monsieur le client, vous êtes comme tout le monde. Tout ce que vous écoutez, nous on le filtre, on ne le veut surtout pas, on ne l'écoute pas. Tout ce qu'on écoute, ça va être là-dedans, et là-dedans, on va caler notre fréquence en fonction de ce que l'on veut faire. » Ça, c'est la première des conséquences. La deuxième des conséquences, c'est qu'à la différence des sons, ces ultrasons, au lieu d'être omnidirectionnels ou multidirectionnels, ils sont unidirectionnels. C'est-à-dire que si on met un haut-parleur au milieu de la salle, tout le monde va l'entendre. Le son va se diffuser dans toutes les directions. Si mon caméscope génère des ultrasons, si je suis dans l'axe des ultrasons, je vais les capter. Si je suis un petit peu à côté, je ne vais rien capter du tout. Pourquoi? Parce que cette onde, au lieu de se diffuser de façon globale, elle se diffuse de façon directionnelle. Et donc ça, vous me voyez venir certainement, pour les applications, pour toutes même, quasiment, pour toutes les applications, ça, si je suis capable de capter une onde ultrasonore, et que je suis capable donc de la capter, puisqu'elle est directionnelle, je vais en localiser la source. D'où la localisation des sources de défauts qu'on recherche. Donc la première des caractéristiques. Les trois autres, elles sont là. C'est que les sons traversent les milieux avec atténuation. Les ultrasons sont réfléchis, sont déviés, sont absorbés par les milieux
mais pour 99,9%, on n'est pas dans un monde parfait, pour la majorité d'entre eux, ne traversent pas. C'est juste schématisé par ce petit schéma-là. Et c'est de cette caractéristique, on en use et on en abuse, en fonction pour toutes les applications même, carrément. Déjà, c'est la physique de la chose, donc on ne la contourne pas, on est obligé de vivre avec. Et après, il y a deux solutions. Soit cette caractéristique nous embête, et il peut arriver qu'elle nous embête dans la détection, soit on s'en sert, et on essaie de s'en servir le plus possible. Alors, pour rassurer un petit peu et pour fixer les idées, on s'en sert beaucoup plus qu'elle nous embête. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si ici, j'ai une onde ultrasonore qui vibre derrière ma vitre, cette onde va vibrer derrière la vitre, elle va se réfléchir sur la vitre, elle va être absorbée par la vitre, mais elle ne va pas traverser. À la différence, si j'ai un son avec un poids lourd qui passe derrière la vitre, par exemple, avec atténuation, mais cette onde sonore va traverser. Ça, c'est schématisé par ces petites figures ici. Et c'est donc la troisième des caractéristiques, si je peux la nommer comme ça, des ultrasons que l'on exploite dans l'air et dans les structures solides. Alors, c'est la première partie de la présentation. Par expérience, si on ne fixe pas, si on ne dit pas ça d'abord, ce que tout le monde attend à ce niveau-là, c'est OK, il nous parle de théorie, il nous parle de fréquence, il nous parle de caractéristiques de l'onde, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est ça qui intéresse comment dirais-je, les personnes qui participent à une présentation comme aujourd'hui. Avant, je fais durer le suspense 3 minutes de plus, avant de vous dire ce qu'on fait avec ça, il y a une dernière des choses, entre guillemets, générales ou théoriques que je veux dire, c'est que tous nos systèmes écoutent des ultrasons. Par contre, notre oreille humaine n'est pas capable d'écouter des ultrasons, d'entendre des ultrasons. À part un petit bébé qui, lui, peut-être, quand il vient de naître, peut écouter, je ne sais pas, autour de 21-22 kHz, et encore que ça ne dure pas bien longtemps. Nous, on ne les entend pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Sur tous nos systèmes, il y a un système de traitement du signal, de filtrage de fréquences, de plein de choses, de mesures. Et il y a également une fonctionnalité qui permet de traduire, si je peux dire, transformer cette onde ultrasonore en onde sonore pour que moi, utilisateur humain, je puisse en avoir une image audible dans le casque d'écoute que je connecte au système. Concrètement, ça veut dire que pour chacune des applications que je vais mettre en œuvre, je vais avoir la possibilité, OK, de mesurer des amplitudes, de mesurer des fréquences, de faire beaucoup de choses, mais également d'avoir une image audible de ce que mon appareil est en train de détecter. Ça, c'est crucial, et on ne le bypasse pas, même si les jeunes d'aujourd'hui, on a tous été jeunes, ce n'est pas la question, vu tout ce qui s'affiche sur l'écran de l'appareil, ont tendance à oublier de mettre le casque, parce que c'est plus facile de jouer avec un écran tactile qui affiche plein de choses, et d'oublier d'avoir mes pieds sur terre, et que d'avant de mesurer, de faire le diagnostic et d'utiliser la méthode d'inspection, j'use et j'abuse de ceci. À tel point qu'il y a 20 ans de ça, avant d'avoir les systèmes digitaux qu'on a aujourd'hui qui permettent de mesurer, de voir des fréquences, tout ça, les gens ne faisaient qu'écouter. Bon, après, ça a ses limites, hein, parce qu'une oreille humaine, ça reste une oreille humaine, et c'est lié à l'interprétation de chacun, mais cette transformation du signal pour le rendre audible par l'humain, elle est cruciale. Et tant que j'y suis, je vais pas faire de la pub pour ma société, mais si on existe aujourd'hui depuis 45 ans, le nerf, et ça c'est une techno déposée, brevetée, le nerf de notre guerre, c'est celle-là. C'est-à-dire que sur tous nos systèmes, il y a un système de filtrage, de transformation du signal, si vous voulez, qui fait qu'entre eux, parce que c'est bien beau de dire, je capte des ultrasons d'un côté, je ramène des sons de l'autre. Mais si entre les deux, je perds 20 ou 30% de l'information en amplitude et en fréquence, ça me fait une belle jambe de transformer du signal. Ça ne me sert pas à grand-chose. Là, pour le coup, ça, c'est le brevet, ce core business, si je peux dire, du système. C'est-à-dire qu'entre ces fameux ultrasons et les sons que l'on transforme, on perd, je crois, moins de 0,1% de l'info. Rien du tout. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé un système de filtrage de signal, de transformation du signal, qui est déposé, d'ailleurs, quand ils l'ont trouvé, ils l'ont déposé, qui est juste fabuleux. Enfin fabuleux, qui est efficace, quoi. Ça, c'est important. Donc, ce qui vous intéresse, c'est qu'est-ce que je peux faire avec tout ça? Alors, la première, la plus simple, la plus connue, la plus démocratisée, la plus, je ne sais pas ce que je peux rajouter comme adjectif, des applications, c'est la détection de fuite de gaz sous pression. Quel que soit le gaz, pour nous, l'air, c'est un gaz. Donc, le premier, bien sûr, dans toute industrie, j'ai un réseau d'air comprimé avec 3 compresseurs qui tournent, avec tout ce qui va bien pour le produire, cet air, pour le transporter et pour l'utiliser. Malheureusement, on n'est pas dans un monde parfait, donc même un réseau neuf, prétendre qu'il n'y a pas de fuite sur un réseau, c'est juste pas réaliste, on pense. Tout réseau vit, même un réseau bien entretenu. La moyenne de ces fuites d'air comprimé en Europe, la moyenne des pertes énergétiques dans l'industrie en Europe, c'est autour de 30-35%.
c'est-à-dire qu'il y a à peu près une trentaine de pourcents, 30-35% de l'énergie qui est consommée par les compresseurs qui sert à produire des fuites. Donc ça, c'est un gros sujet. C'est un gros sujet. Hein. Je vous parlais au début des deux grandes causes auxquelles on s'attaquait, améliorer la fiabilité des équipements et réduire les dépenses énergétiques. Ça, c'est un gros sujet. Un gros gisement de réduction de coûts à mettre en œuvre et un gros sujet de dépenses. Enfin voilà. Déjà pour la partie essentiellement, bien sûr, financière, mais pas que. Il y a aussi la partie process. Et la partie organisationnelle, c'est-à-dire que si j'ai plus de fuites dans mon système que de composants qui consomment de l'air, à un moment donné, ça va poser problème dans l'utilisation de mes systèmes. Donc, détection de fuite d'air comprimé sous pression. Ça s'applique à tout type de gaz. Et bien sûr, plus le gaz est cher, je pense notamment à des gaz spéciaux comme l'azote, l'argon, enfin tout type de gaz spéciaux qui peuvent être utilisés dans l'industrie ou ailleurs, c'est d'autant plus pertinent. Alors, là-dedans, on rajoute échangeur de chaleur, réservoir et chaudière. Dans le reste de la présentation, je vais vous détailler un petit peu ces applications en vous donnant des exemples concrets. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ici? Dans les échangeurs de chaleur ou les réservoirs, on part du principe, dans le système de détection de fuite là, qu'on ne met pas nos systèmes sous pression. Si on ne met pas nos systèmes sous pression, ce n'est pas de l'air ou un quelconque gaz qui s'échapperait à travers une fuite qui va générer mes ultrasons. Donc dans ce cas-là, il faut prendre le problème à l'envers. Et je ne suis pas venu avec du matériel parce que je suis arrivé tard hier soir en avion avec un vol vite fait, donc même pas de bagages dans la soute. Mais typiquement là, on a un système de générateur à ultrasons qui va nous permettre d'inonder le contenant dans lequel on va chercher des fuites et de checker à l'extérieur si je récupère cette onde ou pas. Comme les ultrasons ne traversent pas le milieu, si je suis étanche, je ne vais rien avoir à la sortie. Si j'ai une fuite, eh bien, je vais avoir la détection d'un signal et comme ils sont directionnels, je vais localiser, donc trouver la fuite. Ça, c'est pour la détection de fuite de gaz et d'air sous pression et la détection d'étanchéité de contenu. Tant qu'on est dans la partie fuite, alors l'organisation de mon slide n'est peut-être pas optimale, parce que ça, j'aurais dû le mettre ici. Tant qu'on est dans la partie fuite, les deux autres types de fuites auxquels on s'attaque, ici, on parlait de fuite de gaz ou d'air ou d'étanchéité, donc d'un système de l'intérieur vers l'extérieur. Ce qu'on sait détecter également, c'est des fuites internes sur des systèmes de vannes, de canalisation de vannes, liquides ou gazeuses, et également sur des réseaux de vapeur. Et notamment diagnostiquer les fuites sur ces fameux purgeurs de vapeur qui sont des sources de pertes assez fabuleuses pour les industries qui ont de la vapeur. Donc fuite interne sur des systèmes de vannes ou de vapeur. Les deux ici, réduction des dépenses énergétiques dont je vous parlais. Je vous parlais également, dans le deuxième gros titre de mon premier slide, pardon, d'amélioration de la fiabilité des équipements. Alors ici, on est censé parler de maintenance. On est tous là pour faire de la maintenance, de la faire dans l'usine 4.0, de la faire la mieux possible, tout ça. Nous, ça va peut-être vous paraître bizarre, mais ça ne nous intéresse absolument pas de faire de la maintenance. La seule chose qui nous intéresse, je provoque un petit peu volontairement, la seule chose qui nous intéresse, c'est le paramètre de sortie, c'est-à-dire je veux pouvoir, quand je rentre chez moi ou quand je pars en week-end, dormir sur mes deux oreilles, être certain que mon roulement, que mon installation électrique, que mon système de vapeur ou de gaz ou je ne sais quoi, fonctionne très bien et qu'il n'y ait pas le gars qui est d'astreinte dans l'usine qui m'appelle en pleine nuit ou le dimanche matin en me disant il faut que tu viennes parce qu'il y a ça et ça qui est cassé. Le seul objectif, le paramètre de sortie de toutes ces actions, c'est la fiabilité des installations. Et cette fiabilité, on va utiliser les ultrasons pour venir mesurer des paramètres d'entrée sur mes équipements, venir les suivre, optimiser les interventions, faire moins, travailler moins et gagner plus. Désolé, elle arrive comme ça. Le but, c'est d'en faire, je ne vais pas dire le moins possible, mais de faire des choses ciblées, exactement comme vous le présentiez pour la partie machine tournante, et de faire en sorte que sur ma partie fiabilité, je dorme encore mieux sur mes deux oreilles. Ceci, je vais l'appliquer aux installations mécaniques, par le contrôle, le suivi, la surveillance, le diagnostic in situ, le diagnostic, comme vous le faites, on peut faire aussi avec la partie ultrason, comme vous le faites en analyse vibratoire, de machines tournantes, de tout ce qui tourne, roulement, palier, réducteur, pompe, la cavitation des pompes également, avec tous les équipements auxquels ça peut s'adresser. Et sur la partie électrique, parce que même si on n'y pense pas, surtout à haute tension, quand j'ai des défauts du type décharge partielle, amorçage, effet Corona, desserrage sur des
sur des lignes, sur des cellules achetées, sur des transformateurs, sur tout ce qui consomme de l'énergie électrique, et d'autant plus à haute tension parce que le même défaut est plus grave ici, eh bien ça génère aussi de l'ultrason. Et on va se servir du fait que ces défaillances génèrent de l'ultrason pour les détecter, les enregistrer, faire du diagnostic in situ avec l'information qu'on vous donne initiale et faire du suivi dans le temps pour monitorer, pour faire de la surveillance. Voilà les applications dont les 4 applications dont on met en œuvre avec cette technologie. Et ce qu'on a, ça c'est notre dernier petit bébé, si je peux dire, pour la partie machine tournante, et même pour la partie électrique, mais surtout pour la partie machine tournante. On vient de décliner tout ceci. Enfin, ça existe depuis un moment, mais on a un dernier, comment dirais-je, une dernière solution qui est sur le marché depuis janvier cette année, qui permet de faire tout ceci. Ici, on a besoin d'intervention humaine. Eh bien, en positionnant des capteurs fixes, alors on n'est pas encore au Wi-Fi, on est encore filaire, câblé, enfin voilà, on est peut-être américain, mais certes très frileux par rapport à ça. La partie, comment dire, quand on met un câble Internet entre un boîtier et un serveur, on sait que ça fonctionne, on sait qu'on ne perturbe pas le reste, à moins que le câble soit cassé, ok. On n'en est pas encore à avoir développé, il y a des choses qui sont dans les tuyaux, mais pour le moment, tout ce qu'on vient de faire là, on sait le faire de façon automatique, de façon implémentée, et donc pour faire de la surveillance permanente. Le reste de la présentation, je suis dans les temps, Karim? Super. Pour le reste de la présentation, je vais vous détailler un petit peu plus chacune des applications, vous donner des exemples, et ça va nous amener, je pense, largement à 11h15 ou à 11h, puisque à partir de 11h, vous devez me poser des questions, je crois. Super. Donc, pour la partie fuite, quel est le principe? S'il y a un schéma à regarder sur ce slide, moi j'aime bien tout ce qui est visuel. Un bon schéma parle mieux que long discours, on va dire ça comme ça. S'il y a un schéma à regarder sur ce slide, c'est celui-là. Alors il y a une flèche, mais il n'y a pas de son encore. Ça va venir. S'il y a un schéma à regarder sur ce slide, c'est celui-là. Dès lors que j'ai un système fermé qui contient un gaz sous pression, que ce soit de la vapeur, que ce soit de l'air comprimé, que ce soit de l'azote, de l'argon, de je ne sais quoi, si ce système fermé présente un orifice de fuite, à l'endroit de cet orifice, je vais avoir les molécules de mon gaz ici qui vont s'échapper. Et bien sûr, plus la pression est importante, plus je vais avoir de débit de molécules de gaz qui vont s'échapper, et donc plus ma fuite va me coûter cher. Et bien cette fuite ici, de la même façon que quand j'ai une grosse fuite d'air comprimé, je peux l'entendre à l'oreille, cette fuite ici, de la même façon que cette fuite d'air comprimé crée une turbulence sonore que je détecte à l'oreille, avant de créer cette turbulence sonore, cette fuite ici, elle va venir créer une turbulence dans ma plage des fréquences ultrasonores. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que si elle crée cette turbulence dans un premier temps dans cette plage et que moi je me fixe sur cette plage pour venir écouter quelque chose, je viens caler mon oreille sonore, qui est ultrasonore pour le coup, à l'émetteur de son qui est ma fuite. Première des choses. Deuxième des choses, c'est que même si je suis dans un environnement bruyant, où je ne m'entends pas parler, toujours pareil, je suis dans la plage des ultrasons. Et troisième des choses, donc je vais la détecter même si j'ai beaucoup de bruit autour. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas avoir des ultrasons parasites liés au fonctionnement des équipements qui sont à côté. Et c'est là que la formation intervient, puisque si j'arrive avec mon appareil à faire n'importe quoi, si je fais n'importe quoi, je vais détecter n'importe quoi et je vais interpréter n'importe quoi. C'est là où la méthode arrive, avec une fameuse ligne rouge, avec ces fameuses formations certifiantes, tout ça. Et la troisième des choses, c'est que si ces ultrasons sont directionnels, la turbulence générée par cette fuite, même si je suis dans une usine qui fait je ne sais pas combien de mètres carrés, eh bien par toujours la méthode, je vais pouvoir la localiser, la détecter, et je vais même pouvoir, j'anticipe sur le slide qui est ici, en enregistrer l'intensité en décibels, qui me permettra, en la transférant vers le logiciel qui va avec, et en disant à ce logiciel, les 10 décibels que j'ai détectés pour cette fuite correspondent à une fuite d'air comprimé, dont le réseau est à 7 bars, dont le coût du kilowattheure pour produire cet air me coûte, j'en sais rien, peu importe l'industrie en question, peu importe ce que j'ai négocié avec EDF, pour me dire que cette fuite de 10 décibels à 7 bars, sur l'année, en général on fait le calcul sur l'année, eh bien elle me coûte, j'en sais rien moi, 500 €, 800 €, 1000 €. Pour faire ce calcul, j'ai besoin du logiciel dans lequel j'ai transféré toutes ces données, depuis l'appareil de détection. Le calcul fait, le logiciel me crache, excusez-moi pour le terme, me génère un tableau, me génère un rapport en fait, qui lui est au format Excel. C'est-à-dire que pour faire le calcul, oui, il faut installer le logiciel qui est assez lourd. Par contre, une fois le logiciel installé, je peux envoyer mon tableau Excel à tout un chacun qui a Excel sur son PC. Et c'est là qu'arrive notre
notre adage ici, identifier, repérer, enregistrer, photo, puisqu'on peut aussi prendre des photos, et enfin générer ce fameux rapport. Dans ce rapport, on s'est payé le luxe. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est quand même dans l'air du temps et comment dire ça, c'est pas non plus complètement faux. Mais on s'est payé le luxe dans les colonnes de droite ici, qui sont moins importantes que les colonnes de coût, de calculer les émissions donc en gaz pollueurs de chacune des fuites en question, en fonction du kilowattheure, donc du coût du kilowattheure rentré, et en fonction du pays. Parce que en France, pour produire 1 kilowattheure d'électricité, vu notre part nucléaire, on produit peut-être plus ou moins, j'en sais rien, et je ne veux pas le savoir, de CO2 que les Allemands qui fabriquent l'électricité avec du charbon. Ou peut-être, j'en sais rien, peut-être plus, c'est sûr, que les Suédois ou les Norvégiens qui ont je ne sais pas combien d'éoliennes sur leur port. Donc ça, c'est un petit peu une information complémentaire, mais qui de toute façon est dans l'air du temps, et qui est corrélé, peut-être certains d'entre vous ont entendu parler de la norme ISO 50001, qui demande à tout industriel de mettre, pour l'instant on en est là, à mettre des évidences sur les réductions et surtout les pertes énergétiques pour chacune des sources d'énergie de l'industrie. Les auditeurs de cette norme 50001, en termes de mise en évidence des évidences, qui les évidences sont ces fameuses pertes pour chacune d'entre elles, apprécient énormément ce tableau-là. Même s'ils n'y comprennent rien à la détection ultrasonore, même s'ils ne savent pas ce que c'est 10 décibels, s'ils ne savent pas ce que c'est qu'une fuite qui génère 10 décibels et que celle qui en génère 20, bon, il n'y a pas besoin d'être sorti de Saint-Cyr pour savoir que plus mon intensité est importante, plus la fuite est importante. Ce qui leur importe, c'est la façon dont c'est détecté. Et le résultat, c'est-à-dire que, alors mon tableau, il n'est pas très lisible ici, mais typiquement, j'ai une colonne avec les coûts. Ce qui leur importe, c'est le type de gaz, la pression et les coûts. Et la première étape, c'est ce fameux audit que tout industriel doit présenter. La deuxième, vous voyez venir, pour l'instant, on n'y est pas encore, et encore qu'on y vienne très vite. C'est OK, j'ai mis en évidence, je ne sais pas quelle, peut-être 200 fuites sur mon usine avec une perte de 30 000 € par an. La deuxième année, une fois que vous l'avez montré sur la première année, le gars il revient l'an prochain, il vous dit OK, l'année dernière vous avez 30 000 €, déjà combien vous en avez cette année, et surtout qu'est-ce que vous avez fait. Et c'est là où arrive notre fameux suivi, c'est-à-dire qu'avec notre système, vous pouvez, sur la même zone, il faut créer des zones dans le logiciel, sur la même zone, vous dites cette année, je reprends mon exemple, je vais prendre un exemple simple, je dis n'importe quoi, 10 fuites qui me coûtent 10 000 €. Je fais cet audit aujourd'hui. Je reviens dans 3 mois. Déjà, je vais voir s'il y a des réparations qui ont été faites ou pas. Et je vais renseigner mon fameux rapport ici qui va déduire du coût de mes pertes initiales le coût des fuites qui ont été réparées. Et typiquement, avec ce système-là, je vais mettre en place un suivi. C'est-à-dire que sur le même tableau, sur le même rapport, pour la même zone, je vais voir, le but, c'est de voir une évolution de perte de dépenses énergétiques. En fait. Il faut que j'ai 10 fuites avec 10 000 € aujourd'hui au mois d'avril. Si je fais une intervention et si je suis ça régulièrement, il faut peut-être qu'en décembre, j'ai plus que 4 fuites avec, je ne sais pas moi, 2 000 € de pertes sur l'année, le calcul. Hein. Ce calcul est transposé sur l'année. Voilà pour la partie fuite ici. Je vous passe ces détails-là qui sont vus et revus. Et comment dirais-je, expliquer de façon approfondie donc la différence entre les flux turbulents et les flux laminaires, ce qui crée de l'ultrason, ce qui n'en crée pas. Et une fois que je sais ça, on calque dans la formation la méthode d'inspection. Et s'il y a des gens qui sont trop bons ou qui connaissent trop bien leurs usines pendant la formation, excusez-moi pour l'expression, mais on les aide à se tromper pendant la formation, parce qu'on préfère qu'ils se trompent avec nous et qu'ils glissent sur les petites peaux de banane qu'il peut y avoir pendant la formation, plutôt que ils fassent n'importe quoi une fois qu'on est parti, et que, bien sûr, si on fait n'importe quoi, on a un résultat qui est n'importe quoi. Et ça, on ne le veut pas. Donc voilà pour ça. Ce système-là, ça c'est un peu moins courant, cette méthode-là s'applique également aux fuites de systèmes sous vide. Là, on prend le problème à l'envers, si je peux dire ça comme ça. C'est-à-dire que la turbulence, si j'ai un système sous vide, donc système en dépression par rapport à ma pression atmosphérique, si j'ai une fuite, eh bien, au lieu d'avoir des molécules d'air ou de gaz qui s'échappent, je vais avoir de l'air qui va rentrer. Donc là, je vais aussi créer une turbulence, mais vous le comprendrez, c'est assez simple. Ce niveau de turbulence, donc ce niveau ultrasonore, va être bien plus faible que le niveau de turbulence et le niveau ultrasonore que j'ai ici. Et c'est là où arrive un module spécifique à ce type de fuite-là qu'on a développé, ça doit faire
une dizaine d'années, je pense maintenant, qui permet de près, par contre, il faut pas là pouvoir... Là, on peut il doit y avoir les distances ici, c'est-à-dire que la ligne base de détection de nos systèmes, c'est une fuite de 0,1 mm à 0,3 bar à 15 mètres. À tel point qu'on a mis des pointeurs laser sur les modules. Parce que c'est bien beau de dire je détecte à 15 mètres, mais faut-il encore voir à 15 mètres? Ici, c'est la même chose, à part que de près, on va doubler la sensibilité du matériel. Et qu'on va pouvoir arriver à détecter à l'oreille des choses qui ne génèrent même pas un décibel. Pourquoi? Parce que ça, pour les industries qui ont du vide, quand il y a des fuites, je suis désolé, c'est le cancer, ça, des systèmes sous vide. Parce qu'en général, les industries, les process qui fonctionnent sous vide, le gars, il sait qu'il a une fuite parce qu'il perd le vide. Comme ils disent dans leur jargon, on casse le vide. Ok, génial, je casse le vide, je mets en dépression, je ferme ma vanne, j'arrête de pomper, le vide se casse. Donc ça veut dire que ça ne marche pas. Ça, c'est la première étape. Mais la deuxième, qui est surtout essentielle, c'est ok, j'ai une fuite, mais où est-ce qu'elle est? Et c'est là où avec ce fameux module, trouver une aiguille dans une botte de foin. Je ne dis pas que ça fonctionne à chaque fois, parce qu'après, c'est lié aussi à la typologie, comment dirais-je, au système sur lequel je détecte des fuites. On n'est pas magicien. Par contre, en doublant la sensibilité, surtout de près, on se donne quand même plus de chances de les trouver, ces fuites. Donc, à considérer, donc ça, ça reprend la méthode qu'on explique donc, en formation. À considérer, donc, c'est les ultrasons parasites, la distance, l'accessibilité, est-ce que j'ai une fuite turbulente ou une fuite laminaire, ok, et les pressions. La méthode du générateur à ultrasons, si vous avez une image à retenir, c'est celle-là. C'est-à-dire que dans cet habitacle de voiture, je ne vais pas mettre cette barre de pression ou je ne vais pas mettre une dépression quelconque. Je ne vais pas y mettre une pompe à vide qui va me générer une pression ou une dépression, de sorte à ce que si j'ai une fuite, je crée de l'ultrason. Et dans ce cas-là, il y a ce type de générateur qui existe, qui va inonder d'ultrasons mon habitacle. Si mon habitacle ne présente pas de fuite, est étanche, les ultrasons ne traversent pas les milieux, si je viens avec mon système checker, scanner autour de mon habitacle, je ne vais rien capter. Si je sais pas, moi j'ai un joint de pare-brise, un joint de porte, un joint de pump, le nombre de fuites que je peux avoir, il est assez hallucinant là-dedans. Si j'ai une fuite, ben, je vais retrouver mon signal. Donc mon signal va sortir, je vais le capter à l'extérieur. La signature sonore de ce générateur-là est bien spécifique et on cale la fréquence du récepteur sur cette fréquence-là, de sorte à bien capter la signature sonore de ce générateur-là qui n'a rien de commun avec tout autre ultrason naturel que je peux trouver dans la nature, de sorte à ce que je peux même utiliser ce générateur-là pour faire ces tests habitacle ou contenant en pression. Et pourquoi ça? Parce que vous avez des systèmes, si vous les mettez pas, ils vont fuir quand vous les mettez en pression. Si vous les mettez pas en pression, vous n'avez pas de fuite. Donc c'est bien beau de dire d'arriver avec ce générateur et de checker à l'extérieur ce qui se passe. Maintenant, si je ne suis pas dans la configuration où mon système peut fuir, autant que j'aille jouer aux billes, quoi. Donc le but, c'est de différencier la signature sonore de ces générateurs de la signature sonore d'une fuite si là-dedans j'étais en pression. Et donc si fuite il y a, les ultrasons vont passer, condition directionnelle, je localise. Ça c'est juste, quand on a utilisé ça, c'est les gens qui cherchent des fuites, d'étanchéité, qui s'embêtent depuis souvent des années, notamment je pense à cet exemple-là sur des échangeurs de chaleur, ce genre de choses, ou des réservoirs, des cuves, des chaudières, enfin tout ce qu'il peut y avoir dans l'industrie qui présente des fuites. Vous leur mettez ça dans la même pour peu qu'on puisse l'utiliser. Et l'utiliser, c'est surtout souvent une histoire de taille. C'est pour ça qu'il existe 3, et j'ai le troisième qui n'est pas là, 3 modèles de ce générateur-là. Comment dirais-je? Pas le générique, mais le plus utilisé, c'est celui-là. C'est-à-dire qu'il va inonder, il y a 5 sources ultrasonores autour dans ce générateur-là. Il va inonder mon contenant de façon uniforme. Les ultrasons sont directionnels, donc il faut que j'en mette partout. Donc j'ai besoin de plusieurs sources. Ce n'est pas comme ma voix qui se diffuse partout avec une seule source. Donc je vais inonder d'ultrasons ce contenant et je vais checker. Le même existe avec la même source, si vous voulez, une seule source, avec un petit épaulement fileté, de sorte à placer le générateur à l'extérieur et venir avec un tuyau, quelque chose, guider mon onde ultrasonore dans une canalisation, dans une vanne, dans un réservoir. Et enfin, il est là, pardon, le modèle standard, ou comment je peux dire ça, oui standard, qui est inclus dans chacun des kits que l'on propose, c'est celui-là qui a une source monodirectionnelle qui peut servir à ça, mais qui sert surtout à valider la sensibilité du matériel de détection. C'est-à-dire qu'on se sert de ça
pour faire une auto-calibration, si je peux dire ça comme ça, du détecteur. Ça ne remplace pas une calibration dans nos ateliers avec un certificat de calibration, d'étalonnage et tout ça, mais ça permet de valider que mon détecteur détecte. Et ça, si ça y est dans nos systèmes, c'est que la norme l'impose. C'est-à-dire que dans la norme ISO 18000, je suis toujours fâché avec ces chiffres, 18000 quelque chose. Ça fait je ne sais pas combien de temps que je fais la formation. Je suis long, c'est ça? Vous voulez changer? Vous avez des questions déjà là, peut-être? Je ne vais pas tout dérouler, mais bon. Non? Pas de questions? Allez. Une question. En principe, moi je suis le format d'ici. En principe, c'est pour ça que je me mets là plutôt que là. Ces présentations, elles sont interactives. Plus on discute. Bonjour. Bonjour. Tout au début de la présentation, vous expliquiez que les ultrasons sont unidirectionnels. Oui. Du coup, ma question, c'est par rapport aux recherches de fuite. Pour mon cas personnel, j'ai eu un technicien d'une marque concurrente qui est venu nous faire une étude à l'usine où je travaille. Et il avait une sorte de renifleur d'ultrasons avec lequel il détectait à 10 mètres de diamètre une fuite. Et ma question, c'est comment c'est possible de détecter une fuite aussi lointaine et non alignée si les ultrasons sont unidirectionnels? J'arrive pas bien à comprendre. Alors, il y a 3 choses. La première, c'est le réglage de fréquence. C'est-à-dire que si quand vous me parlez de renifleur, je suis désolé, j'ai un voyant en rouge qui s'allume. Une sorte de canne avec un capteur au bout, quoi. Oui, mais après, que le capteur, vous le mettiez au bout d'une canne, au bout de... Peu importe. Ce qu'il faut que vous... Ce qui compte... allez, je vais pas raisonner par l'absurde, mais vous donner la conclusion tout de suite. Nos appareils, ils sont garantis 5 ans, ils sont conçus pour être utilisés dans l'industrie, ils sont super solides, j'en ai pas là, mais enfin, ils sont super solides. Attention, si je tombe du 15e étage, il va se casser. Mais ils sont robustes et pas jolis. Je suis désolé, ils sont américains, exactement. Voilà. Par contre, ce qui compte, c'est ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire réglage de fréquence, hétérodynage du signal, donc transformation de ce signal, réglage de sensibilité, de ça je ne vous en ai pas parlé, technologie de détection, c'est-à-dire dans chaque module vous avez 3 capteurs à ultrasons. Pourquoi 3? Parce que le même niveau ultrasonore, quand je vous dis qu'on va détecter des fuites de vide, je peux vous assurer que s'il y a des gens qui ont du vide ici, une fuite de vide, c'est pas simple à détecter. Et ça fait pas beaucoup de bruit, hein, même dans la plage des ultrasons. Hein. Donc si on va aller chercher ça, et qu'on se paye le luxe, excusez-moi pour l'expression, de vous dire qu'ici, je ne sais plus où c'est dit, on détecte une fuite de 0,1 mm à 0,3 bar, c'est qu'à un moment donné, déjà à 15 mètres, ça, et ça, j'ai un cas dans l'aéro, vous avez compris que je ne viens pas de Paris, avec mon accent, des constructeurs aéronautiques dans le sud de la France, il n'y en a pas 36. Ce système-là, il est utilisé, on a une philosophie dans notre société, c'est qu'on ne communique jamais aucun nom mais bon, voilà. Je me souviendrai toujours, avant de valider cette techno là-bas, la 2e ou 3e fois que j'y suis allé, un hangar donc, dans lequel on construit des avions, avec une paroi de mur à 15 mètres, et au sol, là, des traits. Je me disais, qu'est-ce qu'ils ont fait avec ces traits? J'étais très observateur quand vous arrivez, voilà. Eh bien, ils sont allés créer sur des petites canalisations d'azote en inox qui vont dans l'avion, des fuites de 0,1, ils ont même descendu ici, et je crois qu'ici ils sont descendus à 0,15 bar, et voir avec le module longue distance, parce que pour ça il faut le module longue distance, jusqu'à combien on détectait. Les ultrasons de votre fuite, ce sont les ultrasons de votre fuite. Que vous y mettiez derrière votre renifleur pour détecter le nôtre, Pierre, Paul ou Jacques, les ultrasons générés par votre fuite, c'est les ultrasons générés par votre fuite. Le nerf de notre guerre, c'est de trier, livrer du grain, c'est-à-dire de les capter, déjà d'être capable de détecter en termes de sensibilité, d'où cette armada là, de techno, capteurs trisoniques, hétérodynage, réglage de fréquence. Déjà ça, si vous n'avez pas, je peux vous dire que ces fuites de vide là, ou vos micro-fuites là, excusez-moi pour l'expression, mais vous les capterez pas, premièrement. Ça, c'est la techno. Deuxièmement, il y a la méthode. C'est-à-dire que et c'est là où détecter des fuites, pour cette application-là, hein, si on revient aux applications, là, je vous garantis, on a du matériel d'entrée de gamme, comme tout le monde, parce que ça fait 45 ans qu'on existe, que c'est pas pour, je pense qu'on est le plus, je suis sûr même qu'on est le plus ancien sur le marché, que c'est un marché de niche. Pour détecter une fuite d'air comprimé dans un atelier ou dans un garage où j'ai juste un compresseur avec un tuyau d'air qui passe, j'ai pas besoin de tout ce que je vous raconte.
Par contre, pour venir détecter votre fuite dans votre environnement hyper pollué de façon sonore et ultrasonore, avec des micro-fuites comme vous, peut-être, parce que oui, c'est pas parce que je suis dans un environnement pollué que j'ai pas des micro-fuites à détecter. Si j'ai pas cette armada de techno, eh bien là, je peux aller voir ailleurs. C'est comme si, je sais pas moi, j'achète un double décimètre pour mesurer une épaisseur de 3 microns. Je sais pas si je réponds à votre question. Pas vraiment. En fait, la question surtout, c'était au niveau physique. Quand vous dites que c'est unidirectionnel, si on n'est pas pile dans l'axe de cette direction, comment le capteur arrive à interpréter? Mais le capteur, c'est vous et la méthode. C'est-à-dire, typiquement, allez, je vous montre, vous allez comprendre tout de suite. C'est-à-dire que dans vos formations, vous apprenez aussi comment se déplacer autour du système, dans etc. Dans nos formations, on part du principe, volontairement, que vous ne savez rien. C'est-à-dire que, et moins vous en savez, mieux c'est pour nous. Parce que vous n'avez pas l'esprit pollué par autre chose. Si vous voulez, dans nos formations, avant même d'aller vous faire chercher des fuites dans votre atelier, on vous crée des ultrasons dans la salle. On vous explique comment cette sonde se comporte. On calque là-dessus et on vous fait trouver à vous là-dessus, une fois que je sais comment cette onde elle est créée et comment elle se comporte, libre à moi de mettre en place la méthode pour la trouver. Et cette méthode, elle est logique. Mais par contre, si je ne connais pas cette onde, comment je vais aller la capter? Si je ne connais pas la grandeur physique et les caractéristiques de la grandeur physique que je viens détecter, que je veux capter, c'est comme si moi, je ne sais rien, vous me mettez un stéthoscope de médecin sur la tête et vous me dites, écoutez-moi le cœur. Je ne sais pas si je sais à peu près ce qui fait le cœur, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc la première méthode, c'est celle-là. Et on vous fait tromper en salle. Plus on vous fait... Napoléon, hein, plus l'entraînement est difficile, plus la guerre est facile. Et des ultrasons parasites avec nos fameux détecteurs à ultrasons, là, je ne sais pas où ils sont, avec nos fameux générateurs à ultrasons, pour vous faire des ultrasons parasites et vous en foutre partout, excusez-moi pour l'expression, je vous garantis qu'on sait faire. Et plus ça, c'est difficile, plus votre microfuite dans votre usine, qui est... Les ultrasons de votre fuite, j'y tiens, parce que c'est réel, c'est la physique qui est là derrière, ils y sont. À moins d'avoir l'appareil pour les capter et la méthode. Et si je me laisse influencer ou polluer par n'importe quoi d'autre, je vais tout trouver sauf ce que je cherche. C'est là, voilà. J'ai une autre question, je peux la poser tout de suite? En fait, j'avais une autre question aussi concernant ce que vous disiez avant par rapport aux appareils avec écran. Vous disiez écran tactile, etc. Et je voulais savoir si les technologies ultrasons pouvaient s'adapter sur une technologie de réalité augmentée, avec des écrans en couleur, par exemple, pour mettre en valeur les fuites, etc. Ok, pardon. Alors, on sait qu'on peut transformer ça des sons en lumière, donc ça serait, comment dirais-je, anticipé de ma part de vous dire un oui pour un produit qu'on met sur le marché aujourd'hui. Ce que je vous dis, c'est que oui, puisqu'on y travaille et fortement, mais entre le moment, comme disait, je ne me souviens plus de votre prénom, pardon, Thomas, pardon, d'Acoem, entre le moment où vous commencez à développer des capteurs, un système, et le moment où si vous voulez, quand on va mettre un truc sur le marché, il faut que ça fonctionne, quoi. Et il faut qu'on puisse le former tout le monde, et il faut que, voilà. Donc ça viendra certainement. On a des infos là-dessus tous les mois. Mais je veux vous dire, donc la réponse est oui, si vous voulez, et c'est et la valeur ajoutée sera décuplée. Et croyez bien qu'on y travaille dur, parce qu'il y a un marché énorme là-dessus. Maintenant, ce que je veux quand même dire, un peu pour revenir à ce que disait Karim tout à l'heure, c'est que ça, c'est bien beau. Mais allez vouloir faire de la réalité augmentée avec de l'ultrason et de l'imagerie. J'ai écrit un article sur le Production Magazine, enfin Production Maintenance, voilà. Merci. Au mois de décembre, je crois, l'année dernière, ou novembre. On parle d'imagerie ultrasonore parce que oui, on a. Allez, je passe les pardon. Oui, on a la possibilité sur les systèmes de faire des choses comme ça. Mais même ça que j'enlève tout de suite. Je ne veux surtout pas, moi qui vous forme, que vous alliez le faire avant que vous sachiez aller détecter votre fuite dans votre... Exactement. Il faut apprendre à marcher avant d'apprendre à courir. Pourquoi? Parce que si vous vous plantez dans la méthode, si vous mesurez n'importe quoi, l'interprétation, même si vous savez faire l'interprétation, elle sera fausse. Si je sais interpréter des choses, mais que ce que je m'interprète, c'est faux, d'accord? Mais la réponse est oui, et croyez bien... pour comment dire, aller dans votre sens, croyez bien que si vous rajoutez ça, plus la partie surveillance fixe, oui, il y a de quoi faire. Merci, donc ça confirme ce que je dis, hein. Il y a quand même une partie physique à connaître. Moi j'aime bien cette expression fuite de vide, je trouve ça joli. Fuite de vide. Les chiffres de l'ADEME, c'est un orifice d'1 millimètre
sous cette barre, 350 € hors taxes par an. Un orifice. Et il était devenu, j'allais dire dans le langage courant, quand on discutait avec des responsables maintenance, oui, effectivement, j'ai un compresseur pour compenser les fuites. Et ça ne choque personne. Hein. Pas plus tard que l'année dernière, au cours d'un stage, on me dit, oui, on a un compresseur qui tourne le week-end alors que l'usine est à l'arrêt. Oui, et alors c'est vrai que la directive européenne, les gens commencent à se dire, finalement, avec les ultrasons, on pourrait peut-être faire quelque chose. Pour la partie émetteur ultrasonore, j'avais discuté avec la SNCF, parce qu'eux, ils le font avec l'eau. Et donc, il y a plein de soucis, hein, parce qu'il faut gérer toute la partie flotte à évacuer, etc. Je leur pose la question, pourquoi vous ne mettez pas un émetteur ultrasonore? Ah, mais vous comprenez, l'installation d'eau est déjà là. Bon, ok, c'était leur réponse. Hein. Pareil, c'est même devenu une validation d'assureur. Lorsqu'on fait du transport de céréales, on met un émetteur dans le tanker, on ferme, on regarde s'il n'y a pas de fuite. S'il n'y a pas de fuite, l'assureur signe, sinon il ne signe pas. Donc, c'est des techniques qui existent. Toi, tu es formateur. Oui. Ah oui, d'accord. Voilà, ça, je m'en doutais. Ouais, on est deux maintenant, j'en fais moins en moins de formations. Mais oui. Voilà. Donc, c'est le genre de questions qu'on peut avoir. Les purgeurs vapeur, c'est pareil. C'est très, très facile. Le graissage intelligent, pareil, c'est très facile de bien savoir quel est le dosage de graisse à mettre. Ça s'entend. Enfin, je veux dire, ça se passe de commentaires hein, quand on écoute. Voilà, un système tournant, il y a de la friction, donc il y a de l'ultrason. Hein. Une dernière question. Mais j'ai fini là, parce qu'il me reste 20 slides au moins. Bon, ben on fera ça. Non, et je veux pas. Non, on peut faire ça entre midi et 2 si tu veux. Ou alors après 17h. Eh oui, mais. Eh oui, t'as un avion. Tu vas dans le pays des avions. Donc. Oui. Oui, une question. Attends, au micro toujours. Ah, on n'en a plus. De toute façon, vous avez ce PowerPoint-là, où il y a toutes les applications. Hein. Il n'est pas exhaustif, mais au moins, vous pouvez le télécharger. Si vous avez des questions, il y a mon mail, je pense, quelque part. Et mon numéro même. Oui, moi, juste une question au niveau du... donc, vous avez dit qu'en Europe, c'est entre 30 et 35% de taux de fuite. Est-ce que vous avez une idée du taux optimal, on va dire? Parce que le 0%, on ne pourra pas le chercher, c'est sûr. Est-ce que vous avez une idée? Est-ce qu'il y a une périodicité de recherche de fuite? Alors forcément, ça va varier en fonction de l'installation, mais est-ce que vous avez une idée générique, on va dire? C'est dommage qu'il n'y ait pas un tableau. On est dans une école, il n'y a pas de tableau. Comment je plaisante. Hein. Autant pour moi. Excusez-moi. Non. Je ne veux rien écrire. Non. Alors, la première des choses, c'est que ça, c'est une moyenne. Et que ça va dépendre de l'industrie où on se trouve. Vous avez des industries où cette moyenne, toujours, hein, sera peut-être de 20%. Je pense à la microélectronique, la pharmacie. Voilà, il y a des industries propres. Et voilà, encore que des fois, on a des surprises. Parce que ce n'est pas parce que l'usine est bien flambant neuve devant que derrière, il n'y a pas des choses bizarres. Premièrement. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, ça dépend de l'industrie. Oui, et la deuxième des choses, c'est que comme pour tout, comme pour beaucoup de choses, c'est la loi de Pareto qui s'applique. Vous avez 20% de vos fuites qui vous font 80% de vos pertes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelle que soit l'industrie dans laquelle vous êtes, que vous ayez 20% de moyenne de fuite ou 30%. Alors, quand vous dites fuite, c'est pas taux de fuite, c'est de l'énergie dépensée pour produire l'air qui sert à produire. Bon, ça revient au même. Hein. On va dire, voilà. Le truc, c'est que vous avez 20% de vos fuites qui vous font 80% de vos pertes. Ça veut dire que dans votre parc de fuites, sur 100 fuites, vous allez en avoir 20 grosses, ou les 20 plus grosses, vont vous faire ces fameux 80% qui génèrent ces 20 ou 30% là de pertes. Donc la première des choses à faire, c'est de s'attaquer à ça. Et avant même d'aller, c'est comme au 100 mètres, les derniers centièmes, c'est les plus difficiles à gagner. Donc si déjà je m'attaque à ça, la philosophie c'est celle-là. Vous avez un gros travail, ça dépend de votre usine, ça dépend de plein de choses, mais un travail initial à faire pour le mettre en place. Le plus difficile dans cette affaire, c'est pas la techno, c'est pas trouver les fuites, c'est pas faire les rapports. Le plus difficile, c'est de faire passer dans la mentalité des gens qu'une fuite, c'est la lumière que je laisse allumer à la maison. Et qu'à la fin du mois, ou à la fin de quand je paye la facture, si j'ai laissé la lumière allumée, la facture elle est plus élevée, c'est tout. Mais il y a un gros travail à faire au début. Après, sur la périodicité, ça va dépendre de votre industrie, de tout ça. Mais quand ça rentre dans les mœurs, quand vous faites une campagne par mois, maximum, ou allez, tous les 2 mois,
que vous déterminez des zones et que chacun a la responsabilité de sa zone, je vous garantis que ce fameux taux de fuite, là, vous le voyez diminuer. Et il faut pas. Donc ça, c'est pour la périodicité. Et pour répondre à la fin de votre question, est-ce qu'on arrivé au zéro fuite? Non. Pour moi, celui qui arrive au zéro fuite, c'est juste qu'il n'a pas fait son inspection. Désolé, mais... Pardon? Il a rempli le rapport, entre autres. Merci beaucoup, Daniel. Merci, bien, à vous.